devenus les bras armés. Mais ça, c'est un autre débat sur le sujet de temps, je vais revenir là-dessus. Voir comment les pouvoirs ont perdu de leur légitimité traditionnelle, charismatique et rationnelle, pour s'inférer à la traite négrière et dégénérer dans les violences du XVIIe avec le négligence de la politique, de l'éducation et de la politique. Parce que ici, devant la faillite du monde et de l'aristocratie, inférieure à la traite négrière, il faut avoir le contrat social. Le contrat social sur la nécessité de mettre en avant la paix civile, de développer l'agriculture ou même de développer l'éducation. Et ce n'est pas un hasard si ce vide a été comblé par les marabouts. C'est aussi voir surgir des flancs de l'ordre Garmi en dégénérescence les forces maraboutiques comme alternative durant ces longs siècles. C'est voir, tourner le dos à la mer, c'est aussi voir la corrélation, la récurrence des titres comme Laman, Lamibé, Lamtoro, Lamu, Djamane, Djarno, Malau, Malo, Djagaraf, Djaraf, Djagodin, Djaoudin, Djogo, Kamalinku, Dali, Bidjeu, Djalao, Djogomai, Lam, Lamido, et je pourrais continuer. Parce que ce sont ces catégories-là qui sont les catégories du fait politique dans nos régions, qui émanent de populations locales qui se désignent des autorités sur la base du contrôle de la terre et des rites. Tourner le dos à la mer, c'est aussi interroger les communautés de l'intérieur pour identifier le Kafou, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Lamou ou le Lamana, comme unité fondamentale, les plus généralisées et les plus conformes avec la manière dont les populations, réparties selon des modes spécifiques dans l'espace, opèrent collectivement avec leur technologie, attitudes et formes d'organisation et interagissent entre elles sur leur environnement. C'est voir le lien entre un espace social que définit les terres inondées par les eaux des fleuves Sénégal et les formes politiques différentes qui ont émergé à la faveur de la traite négrière. C'est voir une ligne de méridionalisation, je vous renvoie aux travaux de Bruno Chaban, de longue durée, et je crois que Salah en a parlé tout à l'heure, portée par le climat, la baisse de la pluviométrie, la recherche des pâturages et sols destinés à l'agriculture céréalière. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la lame de fond de notre historiographie, encore une fois, ce ne sont pas les guerres. Ce n'est même pas la traite négrière. Pour moi, la traite négrière, ça a été un accident dans notre histoire. Mais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la rencontre entre nomades et sédentaires. Regardez comment l'identité se fait dans nos régions. Les populations nomades bousculent des agriculteurs dans des berceaux comme le fleuve Sénégal. Dans la longue durée, c'est un peu comme ça que l'identité s'est opérée. Les nomades apportent souvent les religions étrangères, ça peut être les religions révélées. Les nomades apportent souvent des techniques, ils apportent des doctrines. Et les populations locales font une synthèse de tout cela pour développer des religions, mais aussi développer des formes politiques. C'est la rencontre entre nomades et sédentaires qui, fondamentalement, est à l'origine des identités que nous avons dans nos régions. J'aurais pu continuer cette liste parce que j'en avais dénombré, disons, une bonne vingtaine pour montrer les éléments qui, à partir d'une lecture du dedans, nous permettent de comprendre l'évolution de nos sociétés et non, disons, la scénarisation à partir du dehors. Je sais qu'il y a des contraintes de temps, donc je passe sur tous ces éléments-là pour maintenant revenir peut-être avec Bathily. Vraiment, j'ai beaucoup résumé la partie que j'avais consacrée à Bathily, à Barry, et sa boutade qui nous recommande de tourner le dos à la mer pour ne plus scénariser nos sociétés, mais en connaître l'évolution réelle à partir des dynamiques locales. Alors pour Bathily, très rapidement. Chers collègues, je vous accorde encore 3 minutes. Voilà.
Pour Bathily, Bathily nous a permis d'établir une solution de continuité entre le Ouagadougou et l'ensemble de notre sous-région. Pour, disons, montrer qu'il y a une unité politique qui a été réalisée au-delà de ces unités politiques factices que nous avons héritées de la bibliothèque coloniale. Et je vais utiliser deux relais, moi je vais donner 3 minutes, mais je vais parler de 2 relais essentiellement pour parler de ça. Il y a le relais du Diarra, dont Bathily parle dans sa thèse. Il y a le relais du Soso, mais il y a aussi le relais du Gadiaga. Ces 2 relais sont des constructions politiques qui sont nées de l'effondrement du Ouagadougou. Regardez un peu l'habitude que nous avons lorsqu'on parle par exemple du Jolof ou même du Walo, on les rattache très facilement à un personnage dont l'historicité est à ce jour très, disons, discutable. C'est le personnage de Ndiaye Ndiaye. Parce que quand même Ndiaye Ndiaye, le père Abou Dardaï est du XIe siècle, sa maman Fatoumata Sall serait la fille du Lam Toro de Guédé qui est du XIVe siècle. On voit tout de suite qu'il y a un problème du point de vue de l'historicité du personnage. Par contre, si on adopte le relais du Diarra, dont Bathily parle dans sa thèse, on voit très nettement qu'il y a un lien entre l'effondrement du Ouagadougou, la migration des Soninké depuis le Diarra vers la région du fleuve Sénégal. Parce qu'il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec Ndiaye Ndiaye. Moi, dans la tradition Soninké, dans la tradition, disons, malinké, les personnages que l'on retrouve ne sont pas des personnages Wolof, mais c'est des personnages pour l'essentiel Soninké. On vous parlera de Balaba Diarra, on vous parlera de Diarra Diarra. Et curieusement, Diarra Diarra a une très forte consonance avec Ndiaye Ndiaye. Et dans la tradition Wolof, Ndiaye c'est Diarra. Donc je vois que, je n'ai pas le temps de développer, mais là on voit très clairement que Bathily a ouvert une piste formidable. Après l'effondrement du Ghana, avec les relais du Soso, avec les relais du Diarra, avec les relais du Gadiaga, on a les moyens d'établir une continuité chronologique, mais aussi une continuité de l'espace. Parce que je pense qu'il y a une piste du Diarra pour comprendre un peu les ambiguïtés que nous avons encore dans l'histoire de Ndiaye Ndiaye. Merci, je demande à être là. Bonjour, on avait commencé à vous puissiez vous connaître grand spécialiste, que vous puissiez éclairer nos termes par rapport à les questions qui vont être posées. Je pense que merci d'être là. Vous ne voulez pas prendre le relais? Beaucoup? Vous ne voulez pas prendre le relais? Non, vaut mieux vous continuer. Donc, maintenant, pour votre dernier programme, cher municipal, vous avez soulevé des problèmes qui vont être certainement réduits de temps. Maintenant, c'est très bien cette remise en cause conceptuelle que vous faites des catégories que nous utilisons. C'est une question très ancienne. Vous m'avez vu hier évoquer la question du Moyen-Âge. Voilà, des concepts dans lesquels on s'installe et qui n'ont effectivement pas beaucoup de signification par rapport à nos réalités. Et vous posez un problème de fond qui est celui de tourner le dos à la mer, donc d'avoir d'autres manières de lire notre histoire. Et je crois que c'est important pour les jeunes qui sont nombreux dans cette salle. En tout cas, ce remue-ménage épistémologique me paraît très intéressant et vous nous renouez avec les hommes que nous sommes en train de célébrer
en particulier Bathily. Et c'est vrai que quand on évoquait le Gadiaga tout à l'instant, je crois que c'est un bel exemple de ces carrefours dont vous parlez. Et je crois que dans le débat, on va en parler tout à l'heure. Donc sans plus tarder, nous avons quelques minutes à rattraper. Ceci étant, vous avez été à peu près dans le temps. Hein. Je passe la parole maintenant à Madame Madina Cham. Dans le oui, c'est bien ça. Hein? C'est Brandon? Ah, il est en ligne? Ah, d'accord, ben, comme dans le programme. Donc, vous nous entendez, c'est Brandon? Dans le micro. Monsieur Brandon, d'accord. Bonjour, Monsieur Brandon. Vous nous entendez? Alors, donc, si vous nous entendez, vous pouvez y aller. Vous avez la parole. 15 minutes, s'il vous plaît. Il y a peu de spécialistes qui parlent. Donc, le deuxième ouvrage est celui de Michael Gomez, qui a été un peu chaperonné aussi par Boubacar Bali, parce qu'il le cite, il le dit dans son introduction. Michael Gomez, African Dominion, a new history of empire in early and medieval. Et Michael Gomez a consacré le premier chapitre de son livre, qui est une excellente synthèse, au pays de la savane et du Sahel. Donc c'est deux importantes publications pour rappeler ce que fut le Moyen-Âge dans l'historiographie africaine durant les premières années de l'indépendance. Et je crois que c'est Faubert qui rappelle que le Moyen-Âge ici a été dénommé temps obscur par Mouni. Pas temps obscur parce que c'est obscur, mais parce que temps obscur, parce que pour Mouni, il n'y avait pas assez de sources, justement des sources écrites. C'est pourquoi il dit des temps obscurs, on n'arrive pas. Mais Bathily a comblé cela par l'utilisation judicieuse de la tradition orale. Par exemple, l'histoire du Ouagadougou Biga, il l'a utilisé pour expliquer la fin de Ghana et non par les Almoravides et l'islamisation. La fin de Ghana à l'issue de sécheresse, de plusieurs années de sécheresse, parce qu'on a tué le serpent au Ouagadougou. Le taciturne l'a tué parce qu'il refusait que sa fiancée soit sacrifiée au Bida. Donc, extrêmement intéressant l'utilisation par Bathily de la tradition orale, mais aussi des résultats des fouilles, Monson et tous les autres. En faisant une comparaison justement sur l'or. Et n'oublions pas que dès le 8e siècle déjà, et il évoque dans son article, on parle de l'or. On disait que, je crois que, disait que l'or poussait comme des carottes, etc. Mais ce que les fouilles ont révélé, c'est-à-dire, dans l'Afrique du Nord, c'est la trajectoire de l'or depuis pratiquement la période des Caramantes, un peu, donc l'Antiquité, et comment les résidus, les restes, et aussi les routes des esclaves. Mais tout cela, moi je me dis, écoute, je vais conclure. Voilà, je vais conclure en disant que pour moi, l'article incontournable de Bathily, c'est ce travail qu'il a eu à faire au niveau, il a repris le travail dans les portes de l'or, mais le travail qu'il a fait à Birmingham par la méthodologie, la rigueur intellectuelle, mais aussi l'abondance, le spectre très large de ces sources écrites, sources orales, et puis les confrontations entre les sources, avec, même si c'est la critique de tous ces auteurs arabes, moi je pense que, et c'est ça que je regrette, tout le monde commence par le Moyen-Âge, mais en raison peut-être de la rareté des sources, tout le monde abandonne le Moyen-Âge après. Et c'est ça, c'est un problème. Parce que c'est fondamental. Si Bathily est devenu l'historien qu'il est, c'est parce qu'il a fait tout ce travail sur le Moyen-Âge. Et c'est ça, ce qui doit être l'avenir aussi de l'historien.
Parce qu'on ne peut pas, il y a deux éléments que je trouve fondamentaux, en dehors des sources, etc. C'est d'abord la méthodologie, mais aussi les concepts. Les concepts en histoire, on les a avec les médiévistes. La plupart des médiévistes occidentaux de l'école des annales, sur les concepts, moi je suis fascinée par mon ouvrage. C'est l'ouvrage de Poli et Bournazel sur la mutation féodale. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Poli et Bournazel, à partir de l'étude du vocabulaire? Je dis seulement l'évolution des mots. Ils n'ont pas fait autre chose. Depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'au Bas Moyen-Âge, on voit l'évolution de la société occidentale uniquement à travers l'évolution des mots. Je le disais la dernière fois, le concept par exemple de laïcité. Le concept de laïcité qui remonte au gallicanisme, on le voit, les luttes entre églises, Europe, Rome, etc. Maintenant, on en arrive à un moment où on veut identifier, par exemple, laïcité et athéisme. Je dis non, il faut reconsidérer ce qui s'est passé et ce que l'histoire a fait. Je vous remercie. Voilà. Merci infiniment, Pendabo. Toujours éloquent et convaincant. Je vais donner la parole à Adama. L'engagement citoyen. Vous avez la parole. Bonjour. Je voudrais d'abord commencer par présenter mes excuses. J'ai des ennuis de santé et en même temps, j'ai eu des problèmes avec les embouteillages en venant ici. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé avec j'ai à vous parler des historiens et l'engagement citoyen. Un thème banal. Car parler d'engagement citoyen de la part d'un historien peut passer pour un truisme. Comme la chose, par exemple, vraiment l'homme, donner des informations supplémentaires sur le fichier ou commerce australien, l'évolution transfrontalière de l'éducation nationale. Le fichier effectivement été par australien au sud du Sahara britannique. Et il était un carrefour qui distribuait les sels. Vous imaginez que le sel c'était le produit principal demandé par les marchés soudanais et les marchés soudanais, produit important qui était recherché et qu'il souhaitait, c'était le sel. Parce que le sel manque dans la zone soudanienne, de façon générale. Eh bien, il y avait la découverte de mines de sel. Bon, vous connaissez Tagaza, vous connaissez également Taoudeni, plus tard. Mais à une période déterminée, vers le 15e siècle, le 14e siècle, il y a eu la découverte, ou peut-être pas la découverte, mais tout simplement l'implication d'une autre mine de sel qui est au nord de la Mauritanie, qui s'appelle Gil, une sabkha d'Igil, son implication dans les échanges régionaux. Et effectivement, est née à la suite de ça une route qu'on appelle la route du sel, qui va de la Sabkha vers le Soudan. Elle passe par Tichit, forcément. Tichit est devenu donc l'étape obligée pour le sel qui va vers le Soudan. Que ce soit vers Tombouctou, que ce soit vers Djenné, ou que ce soit vers
Djara, le Haut-Sénégal, etc. Donc c'est une cité caravanière, c'était un port principal essentiel. Sa situation géographique est très défavorable en apparence, mais elle est surtout favorable au commerce. Très défavorable parce que la cité est enserrée entre deux étendues désertiques absolument sans eau, sur plusieurs centaines de kilomètres. Vous avez la Majabat al-Kubra au nord, et vous avez l'Aukar qui va jusqu'à la région, à proximité de la région de Nioro, de l'ouest du Mali actuel. Ça, ce sont des ergues plutôt, qui sont des ergues désertiques, il n'y a pas d'eau. Donc, comment se fait-il que cette cité est née justement enserrée entre ces deux étendues désertiques? C'est justement parce que les caravanes choisissent d'aller sur la route la plus directe. Et ensuite aussi parce que finalement, dans une zone désertique où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habitants. Et pour la sécurité, c'est encore très important pour les caravanes. Ils préfèrent une région où il n'y a pas d'habitants parce qu'il y aura moins de risques de sécurité. Mais évidemment, ça pose des contraintes. Les contraintes sont le fait qu'il faut que la caravane elle-même survive. Il faut qu'elle ait de l'eau. Et ça, c'est toute une technique qu'il invente pour envoyer des missions, les devancer, leur préparer des étapes avec l'eau, etc. L'essentiel, c'est que Tichit, comme étape, est devenue la destination principale de toutes les caravanes, quelle qu'elle soit leur direction. Maintenant, ce qui est étonnant dans cette ville, c'est que son rôle s'est transformé avec la route du sel. Peut-être que son peuplement est très ancien. Et là, j'oriente les historiens ici qui sont là sur un aspect de son peuplement. Moi, j'ai travaillé sur ça, j'ai fait une thèse sur ça. C'est qu'on peut lire son peuplement comme on lit des strates archéologiques. Vous avez un noyau d'un peuplement qui est autochtone et qui peut remonter très loin jusqu'au néolithique peut-être. En tout cas, ce sont des autochtones. Et qui peuvent avoir des relations avec ce que le professeur disait tout à l'heure, avec les villages néolithiques qui sont sur la falaise. Sur la falaise, il y a des villages néolithiques. Est-ce que la population autochtone ne représente pas une continuité avec ce peuplement ancien? Peut-être. Surtout que le site se prête au peuplement. Il y a de l'eau. Je vous ai décrit des espaces très désertiques de part et d'autre, mais sur le site lui-même, il y a une abondance d'eau. S'il n'y avait pas cette abondance d'eau, il n'aurait pas été capable de jouer le rôle de port saharien, parce que les caravanes qui viennent, avec quoi ils vont boire? Simplement à cause de cette activité commerciale, il y a eu des immigrés. Et la cité a été créée, c'est une cité d'immigration. Un peu comme c'est le Tagdaoust, si vous avez lu ce qu'a écrit El-Bekri sur Tagdaoust, Tagdaoust est habité par des immigrés, des gens du Frikia, des gens du Maghreb, des gens du Soudan. Elle dépendait de Ghana, donc c'était une ville, alors que tout son environnement est un environnement sans hajar, c'est-à-dire les nomades qui peuplent la ville. Tichit était exactement la même chose. Il y a eu des immigrés qui viennent de l'Est, dit-on, selon leur tradition. Ça, ce sont certainement ce qu'on appelle les Masséna. Leur nom, c'est Masséna. Donc, ça a un lien avec le Massina. Mais ne vous figurez pas que ce sont des Noirs. Ce sont des Sanhaja. Ce sont des Sanhaja qui viennent. C'est des gens qui ont la même dénomination Massina comme Ahmed Baba
de Tombouctou, ce sont des Sanhaja d'une zone de Massina, et donc ils se disent Massina. Parmi eux, certains sont venus à Tichy. Et ils se sont fondus avec le peuplement autochtone, et ils se sont appelés Massina. Et ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que vous avez des Blancs, population blanche, mais ils vont parler soninké, ils parlent soninké. Et ça a étonné tous les chercheurs. Comment se fait-il qu'à Tichy, nous avons une population maure, mais qui parle soninké, dont la langue est soninké. Soninké, c'est-à-dire, c'est laser en fait, c'est un ancien parler soninké, un idiome soninké très ancien, et qui est justement propre à Tichy. Vous pouvez nous dire un mot sur l'esclavage, la problématique de l'esclavage, et on va arrêter là. Voilà. Bon, donc voilà ce qui est par rapport à votre question, qu'est-ce que c'est que Tichy? Il est très intéressant en tout cas d'étudier les rapports entre les civilisations sahariennes, nomades, et les civilisations sédentaires de cette zone-là, pour voir comment il y a eu énormément d'échanges culturels, d'échanges de toutes sortes. Et l'exemple de la langue que je viens de dire, l'Azer, est très important. Maintenant, en ce qui concerne l'esclavage, en Mauritanie, on ne peut pas parler seulement de Tichy. L'esclavage en Mauritanie était nourri, comme partout, dans la région saharienne, par la traite des esclaves, tout ce qui s'est déroulé dans les royaumes du Haut-Sénégal-Niger. Parce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y a eu un boom de la traite des esclaves qui est consécutif à une forte demande atlantique, mais aussi finalement à l'émergence d'États qui n'avaient pour fonction pratiquement que la traite des esclaves. Si on parle des États Bambara, des États de Massassi, c'est devenu une activité économique de faire de l'esclavage pour répondre à la demande atlantique, mais aussi ça a alimenté la demande saharienne et la demande nord-africaine. Et donc c'est cette pratique de faire des raids et un rap sur des populations musulmanes a provoqué un sentiment de révolte chez les marabouts, c'est un marabout, un pays mort, et c'est ça l'origine de ce que vous connaissez certainement, la guerre de Shorboba. La guerre de Shorboba, au XVIIe siècle, était une guerre menée par des marabouts morts qui ont considéré que les chefs guerriers, aussi bien négro-africains que morts, sont des infidèles parce qu'ils réduisent en esclavage les populations mortes, les populations plutôt musulmanes. Et cette guerre a failli, créer un État musulman débarrassé de toutes les chefferies traditionnelles, qu'elles soient morts, qu'elles soient peuls, qu'elles soient soninké, qu'elles soient wolof. Mais avec la colonie du Sénégal qui était à proximité et qui a profité de cette pratique de traite des esclaves, la colonie du Sénégal va soutenir le camp des guerriers en armes, par tous les moyens, pour vaincre les marabouts. Et donc, les marabouts, finalement, vont être vaincus. Et c'est le rétablissement des chefferies traditionnelles, des guerriers traditionnels dans toutes les communautés. Donc, c'est là l'origine d'une grande partie des esclaves morts, des esclaves chez nous. Maintenant, je reviens à un autre aspect, c'est l'aspect de caste. L'aspect de caste, c'est-à-dire que nos sociétés, la société maure, c'est une société sahélienne. Donc, elle a exactement les mêmes traits que la société Peul,
que la société soniquée, que les autres sociétés en termes de classe. Et donc, ce n'est pas une société raciale. Vous avez les marabouts, c'est une caste. Vous avez les guerriers, c'est une caste. Vous avez les tributaires morts, hein, blancs, qui sont aussi une caste, c'est-à-dire ce sont des éleveurs. Vous avez les haratim qui sont comme eux aussi, qui sont une caste, c'est d'anciens esclaves. Et vous avez les autres, les castes griots, artisans, etc. C'est donc la même chose que les sociétés négro-africaines. Il y a une première différence qui va impacter, pour répondre à la question de celui qui a posé cette question, c'est l'attitude ou la politique différenciée du colonialisme par rapport aux sociétés, entre les sociétés nomades et les sociétés sédentaires. Le colonialisme va avoir la politique de supprimer l'esclavage en milieu sédentaire, donc la loi de 1905, et ne pas appliquer ça chez les Maures, ni chez les Touaregs, ni chez les Toubous, ni chez toutes les sociétés nomades. Ça, c'est la première différence. C'est pourquoi, jusqu'à après l'indépendance, on parle d'esclaves en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad, etc. Ça, c'est la première distinction. Deuxième distinction, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un marqueur racial. Je vous ai dit que les esclaves, les anciens esclaves qui sont les haratim, sont peut-être majoritaires aujourd'hui en Mauritanie, mais c'est aussi peut-être le cas au Sénégal. Peut-être que les anciens esclaves sont majoritaires. Mais vous ne les voyez pas, parce qu'il n'y a pas un identifiant racial comme en Mauritanie. Au Mali, l'identifiant racial existe. Ce qu'on appelle les anciens esclaves Touaregs, on les appelle les Bellas. En Mauritanie, on les appelle Haratin, mais au Mali, on les appelle les Bellas. Alors qu'ils sont de la société Touareg. Je suis obligé de vous arrêter parce que il faut qu'on soit synchrone avec les autres. Voilà. Bon, Okay. nous apprécions votre intervention. Voilà, donc c'était essentiellement pour donner le plus de clarification. Et donc je m'en vais. Une histoire problématique. Et donc, je suis très content que vous ayez posé dans votre exposé les défis méthodologiques que cette exploration pose. Pourtant, vous êtes bien dans la dynamique des hommes que nous honorons, Marie et Bachili. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est ça, lorsque je disais que Marie et Bachili et c'est pas seulement qu'il dit, c'est ce qui se dit à Ouako. Bachili, c'est le plus malien des Sénégalais. Parce qu'il est dans cette. Quand il vient, moi je vois Bachili à la veille du congrès de Bamako. Je trouve à l'hôtel de l'amitié qu'on lui a amené, ça c'est une tradition bien chez nous. Le nombre de plats qu'on lui apporte à l'hôtel, c'est effrayant. Les parents qui. Voilà, moi je viens de chercher pour aller manger, je trouve qu'il y a déjà trop à manger à l'hôtel là-bas. Ça montre bien comment ces histoires familiales, c'est un bien par lequel nous devons effectivement refaire la Sénégal. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. C'est son nom. C'est son nom. Voilà, c'est son nom. Voilà, exactement. Exactement. Je crois que Madina Vidal est en elle-même une illustration de cette idée. Voilà, c'est son homonyme. Sans parler. Voilà, donc je pense que nous reste un exposé maintenant, je crois. Merci encore, Madina. C'est tout. Ah bon, parce que je voyais sur l'ancien programme de CC. Il n'est pas connecté. Du Gambie. Il n'est pas connecté. Bien, est-ce qu'il nous suit notre ami de ce grand il nous entend? Oui. Vous nous entendez? Ah d'accord, c'est bon. Bien, donc nous allons passer à la phase de discussion. Question, discussion. Alors,
3 interventions, et après nous allons laisser la place au panel suivant. Je dois cependant vous dire, chers collègues étudiants, que les professeurs Bin Sanantoua et Ibrahim sont en ligne et nous présentent leurs compliments. Donc, 3 questions. Ensuite, Ngaïndé. Et le 3e. Le 3e, c'est qui? Donnez votre nom, s'il vous plaît. Bon, donc, je donne la parole au collègue Yoro Bandji. Moi, c'est des questions. Ce sont des questions pour les deux collègues, Danjibola et Moustapha Sow. Est-ce que nous avons réellement compris ce que Boubacar Bari entend à l'école d'Akar? Parce que moi, dans mes lectures, j'ai un peu travaillé sur l'histoire institutionnelle, et ma thèse a porté sur l'université de Dakar. Et il y a des marques axées sur le département d'histoire. Est-ce que Boubacar Bari, est-ce que nous avons réellement compris ce qu'il entend par école d'Akar? Est-ce qu'il ne définit pas cette école-là, ou bien est-ce qu'il ne fait pas allusion, si vous voulez, à l'ensemble des chercheurs africains en sciences humaines et sociales qui étaient à l'université de Dakar, plutôt d'identité. Alors, l'autre question que je pose, c'est en rapport avec votre communication. Faut-il partir d'autres écoles pour définir ce que nous appelons école de Dakar? Nous n'avons pas les mêmes réalités. Merci. Bon, merci beaucoup pour vos questions tout à fait pertinentes. Je donne la parole au professeur Gaïdi. Bon, je pense que ma voix porte. Ou bien? Vous m'entendez? D'accord. Merci de m'avoir donné la parole, parce que je crois que ce qui a attiré mon attention, c'est ce travail sur l'école de Dakar. Et je découvre, et c'est ça justement, l'école de Dakar doit réfléchir davantage pour que nous ayons des interactions, comme vous l'avez dit. Parce que moi, je préparais un livre avec Boubacar Bari depuis 2015, ça fait 10 ans. Et si, à l'intérieur de mon département, je vois que les gens travaillent sur la même chose, que je ne suis pas informé, il y a un problème. Il y a un problème d'école. Et de reconnaissance de ce que nous sommes en train de faire tous ensemble. Et les deux questions, je pense, qui ont été posées, et l'idée première de Mamadou Yoro Baldé, je pense que c'est ça la réalité. Nous n'avons pas compris justement ce que c'était l'école de Dakar. Et je crois que nous sommes des historiens. Et je vous ai dit, le 4 février dernier, j'ai de la mémoire. J'attire l'attention sur l'existence ou l'inexistence de cette école depuis plus de 10 ans. J'ai convié tout le monde pour qu'on discute de cela. Je suis obligé de le parler. Parce que c'est comme si on n'a jamais débattu de ça à l'intérieur du département. Alors moi j'ai un document de 10 pages que j'ai envoyé à tout le monde. Personne n'a répondu. Vous pensez que je suis au département pour jouer? Non, c'est pour proposer des choses. Tout ce que j'ai écrit, et je suis obligé d'en parler, tous mes livres abordent justement cette question. Et tout à l'heure, je vais reprocher à mon collègue, Mamadou Moustapha Sow, je n'ai pas été son professeur, mais j'ai été quand même membre de son jury.
Je suis dans la salle, il a cité tout le monde, mais je n'existe pas. Ce qui fait que ce que je fais dans l'épistémologie de l'histoire n'est pas du tout considéré dans mon département. Alors je propose des choses. Je ne le dis pas pour faire le malin, je le dis parce que je dois contribuer. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'engagement. Je suis d'accord que Bathily soit engagé politiquement, mais je suis contre l'engagement politique d'un intellectuel de manière générale. Parce que sinon, l'engagement, on ne peut pas céder à quel moment dans le cheminement du chercheur, un de ses explique doit être introduit. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi, généralement, je rappelle ma petite expérience d'exilé. Boubacar Bari était en exilé. C'est pourquoi il avait un rapport extrêmement important avec ses livres. Et vous l'avez rappelé. Vous avez dit qu'on peut détacher de ses livres. Mais vous ne pouvez pas disparaître parce qu'il est dans le punch. Lui, il est dans le punch. Boubacar Bari est dans le TFS. Pour moi. Parce que là-bas, c'est un espace où il n'y a pas de concurrence. Il a intégré dans le punch. Et il faut travailler. Je suis d'accord, je donne tout simplement une image de déterminer justement comment les deux travaux ne peuvent pas être aussi comparés à 100%. Parce qu'il a intégré du punch. Et il est venu le trouver en intérieur. C'est la même chose que moi. Je suis resté au TFS pour proposer mon NERAN, ce que les publics appellent le NERAN, ce que nous donne après avoir étudié ici la partie en haut. Donc, non, passez, allez-y. Je suis resté 50 ans. Si nous ne sommes pas solidaires dans le département, épistémologiquement, on ne peut pas avancer. Ouais. C'est pas simple. Merci beaucoup. Allez-y. Non, allez-y. Faites un brochlo rek, voilà. Le micro. C'est juste pour vous dire que l'histoire, c'est l'attachement à un passé historique, le désir d'un avenir partagé, un sentiment d'appartenance fondé sur une solidarité présente. Nos deux professeurs, nos deux éminents professeurs, il s'agit de M. Abdoulaye Bathily et de M. Boubacar Bari, que j'ai connu depuis 1985. J'ai commencé à la fac de sciences depuis 1985 et on m'a affecté au rectorat en 1990. Depuis tout ce temps-là, je les connais vraiment, il fallait quand même au moins que je dise 2 mots sur eux. C'est pour dire que... Donc l'identification à un homme qu'on admire ou respecte vaut mieux que le talent de celui qui recherche les suffrages. Marquer son temps, c'est aussi laisser l'empreinte d'une trajectoire, le souvenir d'une silhouette, l'écho d'une parole mémorable, c'est se gagner une place sur les listes savamment épurées de référence qui jalonnent l'histoire. Parler de nos deux professeurs devant leurs parents, étudiants et collègues semble être une gageure. Mais le sujet est tellement important, tellement exaltant, qu'il a mobilisé tous les esprits amoureux d'histoire et épris de vérité. Toutes les recherches, tous les témoignages qui ont été faits sur eux ont fait l'unanimité sur leur caractère de patriote et leur dimension internationale d'humanisme. Hommes dotés d'une intelligence créatrice, animés de courage clairvoyant. Ils ont, durant toutes les luttes qui jalonnent leur brillante carrière, su défendre les intérêts de l'Afrique et de la diaspora dans un contexte hostile. La franchise de leur discours, la finesse de leur argumentation, la profondeur de leurs idées, la richesse de leurs pensées ont fait d'eux des débatteurs hors pair et des dialecticiens incontournables. Sans compter leur capacité à cerner les détails les plus insoupçonnés, ont fini d'en faire pour eux des témoins de l'histoire.
rhétoricien critique, doté de capacités d'écoute imperturbables et de facultés de réponse inaliénables. Ils savent être fermes sans être dogmatiques, ils savent être souples sans être complaisants. Les études opérationnelles mettent l'accent sur le réalisme, la rigueur du raisonnement, l'esprit de décision et l'initiative dans le respect de la nécessaire discipline intellectuelle. Merci. Merci tout le monde. Nous sommes donc au terme de ce panel 2. Je vais brièvement conclure. D'accord, oui, la question de Mourioro Bardé qui demande, en fait, qui se recoupe aussi avec celle d'Abdrahman. Est-ce qu'on a compris ce que c'est que l'école de Dakar? Je pense que ce qui est fondamental, ce n'est pas de savoir ce que Barry pense de l'école de Dakar, mais c'est que nous pensons de ce que Barry pense de l'école de Dakar. Ça, c'est important. On n'est pas obligé de, comme on le fait, de suivre tout le temps ce que les maîtres disent par rapport à quelque chose de ce qu'ils en pensent. C'est que nous pensons de ce qu'ils pensent. C'est ça qui nous intéresse dans ce texte-là. On nous a demandé, on nous a sollicité pour produire un article sur l'école de Dakar. Nous avons fait des lectures. Je remercie le professeur Salou Ndiaye de m'avoir indiqué un article dans les mélanges offerts au professeur Khan, que nous n'avons pas pu voir, justement, parce que parfois l'article n'est pas encore publié, mais il y a aussi des possibilités de l'améliorer. Et ce cadre-là, cette tribune, c'est aussi pour renforcer cet article. Parce qu'on attendait justement à ce qu'il y ait des débats, que les gens parlent de ce qu'ils pensent de l'école de Dakar pour qu'on puisse compléter ce document-là. Et autre chose, est-ce qu'on a besoin de savoir ce que les autres pensent de l'école pour dire ce que nous pensons, pour définir l'école de Dakar? Oui, bien sûr. L'école, ce que je sais, ce n'est pas un mot sénégalais. Donc si vous vous référez au terme école qui vient de Scola, de latin, on s'est bien référé à l'école pour créer. Donc il nous faut des références. Parce que je sais que en fait, les autres pensent de l'école. Ils ont une pensée par rapport à l'école. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'eux ils pensent de l'école. Quelle est la théorie qui environne, autour duquel, en fait, dans laquelle est circonscrit le terme école, pour qu'on puisse définir l'école. Parce que les gens ont une compréhension, il faut que nous nous donnions une compréhension de ce que nous pensons de l'école. Et pour donner cette compréhension, il faut se référer aux autres. Maintenant, on peut le faire, c'est une question de méthodologie tout simplement, comme on peut ne pas le faire aussi. Ça, c'est une question de choix tout simplement. Et je ne sais pas. Non, il y a Abdrahman qui a posé une question, je ne sais pas la deuxième question. Bon, bref, voilà, l'engagement. Par rapport à l'engagement, c'est ça. Il dit l'intellectuel ne doit pas être engagé, mais je dis non. Il faut écouter les philosophes qui parlent de... Par exemple, Djankelevitch qui se réfère à Bergson par rapport à l'engagement. L'intellectuel doit être engagé. Non pas s'engager pour s'engager, dire que je m'engage à m'engager, non. Il faut s'engager, mettre le pied dans l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engager à s'engager, dire que je vais m'engager, non. Il faut s'engager. Et l'intellectuel, il pense que, aussi bien Djankelevitch que Bergson, pense que l'intellectuel doit être un engagé. Parce que vous avez acquis de la connaissance que vous devez partager avec les gens qui n'ont pas atteint le niveau que vous avez atteint. Donc l'intellectuel doit être un engagé. Voilà. J'ajoute juste un mot. Je pense que fondamentalement, ce que nous disons, c'est la même chose ailleurs. Quand tu liras le texte, tu comprendras. Et ma conclusion prend entièrement ça, ce que vous avez dit. Le deuxième point, c'est que quand nous avons échangé avec Paris, il y a ce que moi je retiens de ce qu'il nous a dit, c'est que l'école de Dakar, c'est un esprit. Et il nous dit qu'aujourd'hui, il appelle à la refondation de cet esprit. Et de mon point de vue, quand vous lirez la partie héritage et tendance historiographique actuelle, vous comprendrez aisément comment nous essayons de prendre en charge
ce nouvel esprit de l'école de Dakar et à tout point de vue. Aujourd'hui, si on s'engage dans la remise en place de l'association des historiens du Sénégal, c'est justement pour que cet esprit-là puisse avoir un espace d'éclosion, un espace de débat pour discuter de tout ce que vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup. Le débat continue. Bon, merci. Nous sommes donc au terme de ce panel, un panel riche, passionnant et quelque peu passionné, ce qui est tout à fait normal, critique. Et je retiendrai pour conclure 2 ou 3 aspects qui me paraissent importants. Je dirais que cette grande Sénégambie, en dépit de la diversité du peuplement, cette grande Sénégambie, en dépit de la diversité du peuplement, porte les prémices d'un processus d'unification de l'espace politique et économique en Afrique de l'Ouest, ce qui est tout à fait heureux et ce qu'il faut continuer dans ce sens. Deuxième aspect, ce panel a heureusement évoqué, abordé des problèmes d'ordre méthodologique en insistant sur la manière dont il faut écrire l'histoire de cette Sénégambie. Et les témoignages ont porté sur les ouvrages majeurs de Boubacar Bali et de Bati. Un autre aspect remarquable, c'est que les témoignages ont porté, au-delà des dimensions scientifiques, sur les dimensions humaines exceptionnelles de ces 2 collègues. Je crois que ceci aussi méritait d'être retenu. Et ce panel aura eu le mérite de porter l'éclairage sur la production de l'histoire par Paris et Bachili à travers des contributions de très haut niveau. Il y a eu ici 2, 4, 6 et nous n'avons pas pu malheureusement avoir les collègues qui devaient être en ligne, qui devaient contribuer en ligne, faute de connexion. Donc, je crois que nous avons fait bonne œuvre dans ce panel. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que les débats continuent. D'abord, pour mieux clarifier le concept d'école de Dakar, l'école historique de Dakar. Ce serait tout à fait intéressant pour les nouvelles générations qui ont un héritage extrêmement riche de plusieurs décennies, parce que cela va, ce que j'ai dit, des fondateurs du département d'histoire, de ceux qui ont été nos maîtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une sédimentation de production intellectuelle sur la longue durée qui a permis aux collègues de définir une école historique de Dakar qui n'est pas seulement celle de ceux qui ont participé ici à la production de l'histoire. Beaucoup de gens se reconnaissent dans cette école historique dans d'autres pays du fait d'une filiation de recherche qui a opéré. Donc, je vous remercie et je remercie tous les panélistes pour leur contribution exemplaire. Nous allons passer le relais au panélistes. Voilà, je pense qu'il y a une pause café qui est prévue. Je ne sais pas, c'est bon, voilà, juste à côté, 10 minutes hein, pour qu'on nous... Est-ce que c'est bon? Et nous avons en présentiel le collègue de l'université de la section de l'université sociale. Spécialement dans l'université dans la région de Kaolack.
on va tous, chacun en vos titres, chacune en vos titres rang. Donc, je vais donner la parole à M. Mambous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, professeur Benga. Donc, j'ai voulu faire une présentation sur l'Alkati, un mot qui serait peut-être né du contact entre les peuples, les États de la Sénégambie et l'Occident, bien les États de la Sénégambie et en tout cas d'autres peuples qui viennent de l'Asie, certainement les Arabes. En tout cas, c'est un mot qui n'existe pas dans les langues locales, les langues sénégambiennes. Et en travaillant sur ce sujet-là, c'est en droite ligne par rapport à ma spécialité. Donc, je suis Sérien de la Vallée, je suis Sérien du Fouta, et comme les parrains de ce colloque, je suis un historien de la longue durée. Donc, ce sont mes professeurs, donc nous travaillons sur les mêmes thématiques. Et d'ailleurs, nous sommes tous les trois des historiens de la vallée. Donc, et dans la vallée, comme ailleurs en Sénégambie, ce concept Alkati fut utilisé. Donc, je vais revenir sur l'historique, en tout cas, de ce concept, ses significations en Sénégambie du Nord, en Sénégambie du Centre, en Sénégambie du Sud, et aussi surtout le lien entre le concept Alkati précolonial et Alkati colonial. Parce que après donc la colonisation, bien les colonisations anglaises, portugaises et françaises, nous verrons le concept être utilisé dans les colonies françaises, Alkati. Donc ma communication tourne autour de ce mot, donc qui va voyager dans le temps et dans l'espace. Et pour revenir à la signification du mot Alkati, en Sénégambie du Sud, il a été signalé par les navigateurs portugais, donc la présence de Al-Qaïd. Et d'aucuns ont fait le parallèle entre Al-Qaïd, Qaïd, Al-Khali. En Sénégambie du Sud, donc surtout chez les Mandingues. Et là-bas, il y avait des marabouts, donc des chefs religieux mandingues, qui prodiguaient, donc qui donnaient des talismans à des miliciens, à des groupes armés. Et en retour, ces groupes armés payaient, rétribuaient donc ces talismans. Et les Al-Qaïd étaient chargés donc de cette perception. Mais aussi là-bas, le mot Al-Qaïd, ça renvoie à la perception donc d'une sorte de taxe. Et cela veut dire quoi que nous verrons que ce mot-là dans toutes les constitutions politiques de la Sénégambie, où le mot a été utilisé, ici en Sénégambie du Sud, comme perception de taxe, en Sénégambie du Nord aussi, les Alkati étaient des hauts fonctionnaires qui percevaient l'impôt au nom des rois locaux, aussi bien au Walo, au Kadior, au Fouta Toro. Sauf que dans le royaume Wolof, les Alkati, ils appartenaient au groupe social des captifs, donc qu'on appelle en Wolof des esclaves de la couronne, donc des Djambour. Mais toujours en Sénégambie du Nord, au Fouta Toro, il y a une exception. L'Alkati, qui percevait les taxes, existait déjà au temps des rois Peuls, des Peuls d'Enyankobe, donc qui ont régné sur le Fouta Toro de 1512 à 1576. Et dans le Fouta Toro, il y a une exception. L'Alkati est un lettré musulman, c'est un Torodo. Il appartient à la famille des Khan et il résidait au village de Mbolo-Biran. Et il y a tout un cérémonial qui était organisé pendant l'arrivée des bateaux européens, parce que c'est un ministre chargé de la perception des taxes, des impôts. Les bateaux payés sont le tonnage. Et dans la vallée du fleuve Sénégal, depuis donc le XVIe siècle, disons, il y avait deux grandes activités commerciales qui se faisaient de Saint-Louis jusqu'à Podor.
toute l'année, il y avait le commerce qui se faisait. Donc, parce que le fleuve Sénégal était navigable jusqu'à Podor, toute l'année. Mais disons, de Dagana jusqu'à Podor, il y avait de petites foires, des marchés qu'on appelle des escales fluviales où se faisait le commerce. Et au niveau de ces marchés aussi, il y avait des percepteurs de taxes qu'on appelle de coutumes. Mais au-delà du mois de mars, il était difficile de dépasser Podor. Donc le lit du fleuve devenait petit. Et donc c'était seulement pendant la période des crues qu'il était possible d'aller au-delà de Podor, aller jusqu'au fleuve, dans le Gadiaga, vers Bakel, dans le Guidimaha. Et dans le Fouta, l'Alkati était positionné dans un village stratégiquement bien placé, qui s'appelle Ndimboya. Donc là où il y a une rencontre entre le Doué et le fleuve Sénégal, donc tout navire qui quittait Saint-Louis ne pouvait pas passer par là. C'est là où ils percevaient les taxes. Et il arrivait souvent qu'ils perçoivent donc pendant ce qu'on appelle la grande traite des milliers de francs. Donc, mais tout cet argent-là, ils le collectaient au nom du Satigui, du Fouta. Et quand les Binyankobé ont été remplacés par les Torobé, après 1776, les Torobé vont garder le même schéma. Les Khan de Mbolo-Biran vont rester les Alkati, les percepteurs des taxes. Et là aussi, il y a un lien entre l'Alkati et il y a en Grèce. Oui, parce que là, et vous savez qu'en Égypte, l'État est apparu concomitamment avec l'invention de l'écriture. Donc, l'Alkati du Fouta, qui est un lettré, tenait les registres de l'État. C'est pourquoi il était un lettré. Par contre, si on va au niveau du Wallo, l'Alkati n'était pas un lettré. C'était un esclave de la couronne. Là aussi, il y a une raison pourquoi un ministre est d'origine servile. Et d'ailleurs, même dans le Fouta, donc au niveau central, donc le ministre, l'Alkati est considéré comme le ministre des Finances. Mais dans les villages du Fouta, que Jean Smith a décrit comme des républiques villageoises, il y avait même les percepteurs de taxes, beaucoup de percepteurs de taxes foncières, ce n'étaient pas disons entre guillemets des nobles, c'était des captifs de sang. C'est lié même à une autre chose qu'on verra aussi dans une caractéristique de la police coloniale. Les Anglais ont inventé ce concept-là. Le duty, service, a donné en Wolof le mot duty. Et dans les attributs de police coloniale dans la France, en tout cas en Sénégambie française, dans la colonie du Sénégal et ailleurs dans les autres colonies, les policiers surveillaient les marchés, ils surveillaient les transactions financières. C'est pourquoi si on prend par exemple la carte du maillot, ici c'est une carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, à gauche, à droite on a un Alkati précolonial, mais ici c'est la carte, vous voyez par exemple au niveau de l'Est, le Grand Est et le Grand Nord, il n'y a rien. Donc, dans le passé aussi, et ces policiers-là, coloniaux aussi, ils étaient, parce que la police, je dois rappeler que le fait que j'ai lu la police coloniale à la police précoloniale, donc je vous ai dit que je suis allé du Fouta Toro, mais je suis amené de faire une thèse d'habilitation à Amsterdam sur la police coloniale, donc l'histoire de la police coloniale. Donc, donc si on regarde bien les noms des policiers, la liste des policiers, donc depuis que la police existe au Sénégal, depuis 1841, donc si on regarde les noms des policiers, on trouve souvent que les policiers qui servaient dans les localités, donc je veux dire les gardes, les agents de police, qu'on appelle les Alkati, je ne parle pas des sergents de ville, parce que la police, à l'origine, il y a eu 3 corps, les commissaires, les sergents de ville et les policiers, qu'on appelle agents de police simples. Mais si on prend les agents de police simples,
c'était tous des Bambara, des tout couleurs en majorité, des Malinqués. Ils servaient en zone, disons, étrangère. Et c'est ça le lien aussi avec Al-Kati. Pourquoi le Wallo a un Al-Kati qui n'est pas le roi du Wallo, qui porte le titre de Brak? Il appartient obligatoirement à 3 familles, soit les Logar, les Djoss ou les Fédjek. Mais il y a eu 2 grands ministres qui ne sont pas des nobles dans l'histoire du Wallo, qui étaient des esclaves, c'est Al-Kati et Dialigué. Pourquoi donc on confie cette fonction-là à des non-nobles? Et aussi, pourquoi aussi les Français aussi vont privilégier d'utiliser des policiers, les policiers simples, non gradés, c'était c'est pas des hommes des natives, comme dit en anglais, c'était pas des hommes des autochtones. Donc c'est ça le lien qui existe entre le policier colonial et le policier, le Al-Kati précolonial et Al-Kati colonial. Donc c'est toujours un étranger, en tout cas si c'est pas par le sang, c'est en tout cas il est étranger au pouvoir, mais il doit diriger, il doit en tout cas collecter. Et dans l'organigramme de la police au Sénégal, il y a un corps en fait spécial qui va être créé par les Français, c'est l'agent de contrainte. L'agent de contrainte, donc en dehors du policier qui surveille les marchés, qui surveille qu'on paie les taxes, etc., il y a un agent de contrainte qui est chargé donc d'appliquer les peines donc qui sont décidées par les tribunaux français. Et aussi, le policier colonial, comme l'Al-Kati précolonial, était un intermédiaire. Parce que l'Al-Kati, c'est un agent intermédiaire. Les sociétés Comprador, depuis les sociétés Comprador pré-capitalistes, donc les années 1500, 1600, 1700, jusqu'aux sociétés capitalistes. Donc il y a le lien entre ces Européens et les constitutions politiques sénégambiennes. De même que aussi, quand les Français vont créer au Sénégal la police coloniale, le policier colonial est un agent intermédiaire aussi dans la chaîne judiciaire. Parce que c'est à partir de... Donc, quand les Français ont récupéré la ville de Saint-Louis, la colline du Sénégal, après la 3e occupation anglaise, donc après le traité de Paris de 1815, les Français ils vont installer une administration à Saint-Louis, donc l'école, la santé et aussi les tribunaux. Mais il manquait dans la chaîne judiciaire, il y avait un procureur, il y avait donc un président du tribunal, mais il manquait des éléments qui pouvaient faire donc les enquêtes. Et les Français ont dit que c'est bien de juger les gens, mais aussi essayer de prévenir. Et c'est pourquoi donc ils vont insister pour qu'il y ait des Al-Kati. Donc c'était un lien entre le maire. Et vous savez que dans toutes les villes aussi françaises, la sécurité était aux mains des maires. Donc il y avait en France la police municipale, mais au Sénégal c'est une police municipale, mais qui est gérée par l'État, par le gouverneur de la colonie, qui est recruté. Mais le policier, il était le bras armé, il était le bras et l'œil du maire. Donc le policier est le lien entre le maire et les populations. Le policier aussi dans la colonie, dans l'agencement du système colonial, c'est aussi un lien dans la chaîne judiciaire. Donc il joue un rôle important. Et c'est pourquoi dès 1825, donc il y aura une police, 1841 un commissaire de police, premier commissariat à Saint-Louis, mais il faut attendre 1878 pour voir toute la police être organisée par la France, avec le gouverneur Bière de Lille, donc qui va donc organiser la police avec donc ces 3 corps, les commissaires, les sergents de ville. Le sergent de ville, c'est un corps qui va tomber en extinction au début du XXe siècle, et les sergents de ville sont remplacés par les inspecteurs de police. Et à côté maintenant, il y a la grande troupe de policiers qu'on appelle des gardes, des agents de police. Ça dépend des régions où ils sont au Sénégal, parce que la Casamance avait une juridiction spéciale, etc. Donc les uns sont montés à cheval, les autres à pied. À côté maintenant d'une autre force qui n'est pas les Al-Kati, une autre force de maintien de l'ordre, qui est la gendarmerie, qui est aussi une force importée de la France. Donc, en tout cas, moi, ce que je voulais montrer dans ma communication, c'est en tout cas cette pérennité, cette existence dans la longue durée de ces agents intermédiaires précoloniaux qu'on appelle Al-Kati. Et pourquoi maintenant les populations Wolof, les populations sénégambiennes, ils vont donner le nom de Al-Kati à l'agent de police
coloniale, ça je ne sais pas. Moi je lis ça, donc j'ai une, en tout cas, je me dis que c'est lié aux périodes d'occupation anglaise de Saint-Louis, parce que la ville le Sénégal, la colonie, ce qu'on appelle la colonie, donc Gorée, Saint-Louis et quelques points qui ont été contrôlés par les Français ont été au moins à 2 reprises, disons 3 reprises, donc 1693 au XVIIIe siècle et jusqu'au 1915, occupés par les Anglais. Et moi, je lis ça, en tout cas, à la présence anglaise. Donc, et c'est durant la présence anglaise que, donc, le mot, donc, c'est les percepteurs de taxes. Donc, et les Wolofs, donc, Doti, ils ont wolofisé le mot en duty. Et ceux qui faisaient ce travail-là, donc, l'homme qui était présent au niveau, donc, des points de commerce, donc, ils vont l'appeler Alkati parce que au départ, le policier n'avait pas de tenue au Sénégal. Donc, il va falloir attendre un peu plus tard pour que le policier ait une tenue. Donc, c'est cette, moi, je pense que c'est une déformation de mot anglais et qui a donné le mot, donc, et ceux qui faisaient ce travail-là, on les a appelés donc Alkati au temps des Anglais. Et après, parce qu'en Gambie jusqu'à présent, il y a les chefs de village qu'on appelle des Alkali. Maintenant, quel est le lien entre Alkali, Alkati, et je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Sénégambie du centre et en Sénégambie du nord, l'Alkati fut d'abord un agent précolonial, un haut fonctionnaire, qui recueille, donc, qui prend les taxes au niveau donc, des points de commerce. Pendant la période coloniale, l'Alkati est un agent qui maintient l'ordre dans les points de commerce. C'est pourquoi il est présent partout où il y a le commerce. Donc, et les chambres de commerce françaises vont jouer un rôle important dans l'implantation des postes de police. Donc, ce sont les présidents de chambres de commerce, les présidents régionaux, des cercles, etc., qui faisaient un lobbying pour qu'il y ait ouverture d'un poste de police. Donc, si vous, donc, dans les archives coloniales, on voit les échanges. Donc, c'est pourquoi il arrive, par exemple, qu'un poste soit fermé quand il y avait des postes aussi, des postes de police saisonniers, comme par exemple à Ngoumengeoul. Par exemple, Ngoumengeoul n'est pas loin de Louga. Le poste de police de Ngoumengeoul dépendait du commissariat de Louga. Mais il n'existait que pendant la saison pendant la période qu'on appelle la traite de l'arachide. Après la traite de l'arachide, le policier Alkati quitte Ngoumengeoul pour rejoindre le poste de police de Louga. Et on a vu aussi dans le bassin arachidier, avec le temps, beaucoup de postes de police être fermés, surtout avec le déclin de la traite de l'arachide. C'est pas aujourd'hui, si vous traversez, c'est pas pour rien, par exemple, qu'il y avait, jusqu'à présent, il y a Angaï, une gendarmerie. Parce qu'après aussi, il y aura une lutte entre la police et la gendarmerie. Beaucoup de postes de police, parce que la police a devancé la gendarmerie, en tout cas dans le monde rural, et beaucoup de postes de police qui étaient donc en milieu rural vont être contrôlés après par la gendarmerie. Et d'autres postes de police vont être supprimés tout simplement. Si vous prenez par exemple, donc dans par exemple, aujourd'hui, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des brigades de proximité, mais les postes de police ont été supprimés dans un premier temps et après, on a créé des postes de gendarmerie. Donc moi, c'est seulement ce que je voulais en tout cas montrer, en tout cas, ce mot-là qui traverse le temps et l'espace, que le mot Alkati, et qui existe, il y a donc des variantes, Alkali, Alkoli, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mot qui n'est pas Wolof, qui n'est pas Pulaar, est-ce que c'est du berbère, est-ce que c'est du Hassania, est-ce que c'est du portugais, comme certains le pensent, est-ce que c'est de l'espagnol, parce qu'il y en a qui lisent même le mot à Caïd, etc. Donc, c'est cela, en tout cas, que je voulais montrer dans ce papier-là, pour toujours, en tout cas, donc participer, en tout cas, pouvoir participer à cette manifestation très très importante que nous dédions aux maîtres de nos maîtres, donc le professeur Bokar Bari et Abdoulaye Bathily. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci Mamoudou. Sous les yeux, je ne vois pas quelqu'un d'autre en présentiel. Par conséquent, nous allons passer la parole à un jeune doctorant en ligne, Ndouga Diagne,
qui va nous entretenir du sujet suivant. Le dialogue et l'école française, 1895-1960, désagrégation sociétale et logique de scolarisation complexe. Avec un point national. Est-ce que tu nous entends? Google, votre micro est fermé. Est-ce que tu nous entends? Google. Allô, Djouga? Djouga, tu nous entends? D'accord, c'est ton tour, hein. Ton micro est fermé, si tu peux l'ouvrir. Voilà, c'est ça, merci. Il voit aussi l'africanisation comme étant un signifiant au service du pays, réponse en priorité aux besoins du continent, c'est-à-dire un questionnement lié à la dimension politique de l'africanisation. Donc il considère l'africanisation comme étant un outil d'émancipation. Voilà, dans ses propos, il dit que l'africanisation doit renforcer la personnalité africaine, doit aussi renforcer l'authenticité africaine et la culture négro-africaine. Il considère aussi l'africanisation comme étant une transformation en profondeur, donc qui ne se limite pas au changement d'acteurs, mais concerne aussi les contenus, les méthodes, mais surtout les orientations académiques. Donc cette communication analyse la conception et l'engagement de Sherba à travers ses discours et ses actions en faveur de l'africanisation. Alors, du point de vue méthodologique, voilà, on a effectué des enquêtes auprès des enseignants du département de géographie. On avait fait un entretien avec Sherba. On a aussi fait une analyse d'archives personnelles, surtout de ses enseignements et de ses publications. L'approche méthodologique est à la fois historique, analytique et critique des travaux de Sherba sous l'angle de l'africanisation. Donc, pour entrer dans les travaux de Sherba, on peut dire qu'il considère l'africanisation comme étant un enjeu de l'éducation, mais aussi de développement. Donc, si on revient un peu sur l'africanisation, on peut voir que c'est une problématique qui est soulevée depuis les années 30, parce que les premières revendications pour l'africanisation de l'éducation ont été soulevées durant les années 30. Et ceci, dans les années 61, on voit la conférence des ministres de l'éducation d'Afrique et de Madagascar créer un cadre institutionnel structurant qui ouvre ainsi une ère des premières réformes concernant l'africanisation. Dans les années 65-67, juste après les indépendances, on voit que les réformes intègrent des programmes africains dans l'enseignement primaire et secondaire, ce qui n'était pas le cas pour l'enseignement universitaire. Dans les années 68, on est confronté à ces mouvements estudiantins. Donc la réforme universitaire ouvre aussi une nouvelle ère d'africanisation, surtout avec quand on exploite les rapports du ministère de l'Éducation nationale. Et dans les années 70, on voit que les publications commencent à se multiplier sur l'africanisation. Donc débat académique et publication renforcent l'africanisation. Fougerolas,
qui est le pionnier dans ce sens-là, dans les années 70, qui est le premier à faire une publication sur l'africanisation de l'Université de Dakar. Ensuite, il y a Mohamedou Kane sur la place des cultures africaines dans l'enseignement au Sénégal. Dans les annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines aussi, 2 articles de Alassane Ndao, des années 72 et 73, portant respectivement sur le rôle de l'université dans le développement culturel de l'Afrique et la pensée africaine de développement, faisant écho à ce débat sur le renouveau éducatif et universitaire. Donc on voit quand même, à partir des années 70, il y a quand même un sursaut des intellectuels qui commencent à faire des publications sur l'africanisation. Dans les années 90, ce qu'on note ici, on note des avancées majeures pour ce qui est de l'intégration de cette réflexion-là, surtout au niveau, dans les langues nationales qui intègrent l'africanisation dans l'enseignement, mais aussi, surtout, la problématique de développement, la géographie actuelle, qui intègre un peu les questions de développement. Et Cheikh Ba même lui le dit dans son entretien, il dit du point de vue pédagogique, les enseignants ont entamé la réflexion qui aboutira à l'élaboration d'un programme en 1990 avec 2 innovations de taille pouvant être considérées comme des réponses aux besoins d'africanisation. D'abord, l'introduction des langues nationales dans les programmes et l'inscription d'une question de géographie actuelle dont la finalité est la prise en charge de toutes les questions brûlantes d'actualité comme la sécheresse, le sous-développement, l'explosion urbaine et la question d'environnement. Ça, c'est l'entretien qu'on a effectué avec Cheikh Ba en 2012. Donc, on voit que la géographie intègre les questions d'africanisation. Alors, l'autre aspect, c'est Cheikh Ba pour une émancipation intellectuelle africaine. Non, c'est bon, vous revenez. Alors, ce qu'on note dans la pensée de Cheikh Ba, c'est une rupture avec la domination coloniale. Donc, il prône une autonomie intellectuelle et scientifique, qui est la dimension la plus importante dans les travaux de Cheikh Ba. Il prône aussi la revalorisation des savoirs africains, notamment en intégrant l'africanisation, la culture, les langues et les traditions locales dans les réflexions. Mais aussi, il prône la transformation des institutions académiques, surtout avec la création des structures indépendantes, parce qu'on note qu'il y avait quand même une forte présence des structures qui venaient de l'extérieur ou de la colonisation, entre autres. Donc, du point de vue politique, ici, on peut noter la question de la relève et de la formation, surtout des cadres, était intrinsèquement liée à la question de la nature de l'État postcolonial qu'il faut construire. Il se posait la question de savoir quel cadre pour quel État. Donc, telle était pour lui l'équation politique à résoudre pour réussir la rupture avec le système de domination. Cette dimension politique explique l'intérêt que Cheikh Ba a accordé à la recherche sur l'État, le développement, la coopération, l'espace optimum, la question de l'encadrement. Pour lui, pour beaucoup d'intellectuels comme Bacolé, l'africanisation doit signifier se mettre au service du pays, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle doit répondre aux priorités, aux besoins des pays du continent. Donc, il met en avant la dimension politique de l'africanisation, mais aussi il va revenir sur la question de l'identité qu'il met au cœur de ses réflexions. Vous pouvez passer. Alors, une africanisation contrastée tout de moins, parce qu'il le relève avec un certain nombre de questions dans ses travaux et dans l'entretien qu'il nous a accordé. Donc ici, malgré la volonté politique affichée, Cheikh Ba met en lumière plusieurs résistances qui freinent l'africanisation. La présence persistante d'enseignants français. En 68, par exemple, seulement 15% des enseignants universitaires étaient africains. Le contrôle aussi des structures académiques par la France. L'Université de Dakar reste sous l'influence d'institutions françaises comme le CNRS, le BRGM et l'Orstom. On note aussi la sectorisation des disciplines. L'africanisation s'est limitée à certaines branches comme la géographie humaine et a laissé de côté d'autres disciplines encore sous l'emprise des méthodologies occidentales. Je vais y revenir un peu sur
la géomorphologie même, qui a été très impactée par cette réflexion de l'africanisation, qui devrait porter cette africanisation, mais qui n'a pas réussi à porter cette africanisation. On note aussi les tensions internes au sein de l'université. Les enseignants africains eux-mêmes sont parfois divisés sur la manière d'appliquer l'africanisation. Alors, il se pose même un certain nombre de questions dans son discours. Il dit que l'africanisation ne paraît comme une réalité, une chose à atteindre et à circonscrire. Donc, il se pose un certain nombre de questions, à savoir comment assurer la relève dans un régime de liberté et d'indépendance en Afrique, sur quel levier s'appuyer sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique pour assurer cette africanisation. Et quels devaient être les repères sur le plan moral, sur le plan éthique, pour construire le profil des futurs dirigeants, les cadres africains. Comment arriver à conserver les pouvoirs traditionnels sur l'espace. Donc, un certain nombre de questions qu'il a quand même posées. Vous pouvez passer. Merci. Merci. Alors, Cheikh Ba comme un intellectuel pour la cause de l'africanisation. Il n'a pas seulement théorisé l'africanisation, il l'a aussi porté par des engagements concrets. Son rôle dans les mouvements académiques, il a milité au sein de l'amicale du personnel de l'enseignement supérieur de 1967, quand il a été recruté comme assistant. Sa participation aux élections universitaires, en 1982, il a soutenu un candidat qui est favorable à l'africanisation contre un doyen jugé trop proche de la France. Et dans le texte, on a quand même cité ces cas-là. Donc, il a quand même soutenu un doyen qui était pour l'africanisation, ou bien même pour remettre en cause un doyen qui ne portait pas l'africanisation comme il avait promis. Alors, on note aussi le boycott de l'Atlas national du Sénégal. Il refuse de participer à un projet perçu comme une initiative sous tutelle étrangère. Ça aussi, ça a été un point d'achoppement, l'Atlas national du Sénégal, où beaucoup de géographes nationaux, disons ont boudé. Le projet de création d'un institut de géographie aussi, c'était dans ses intentions et dans ses politiques pour qu'on puisse véritablement développer une géographie endogène. Donc, dans les années 80, il propose une institution entièrement gérée par des Africains pour réduire la dépendance aux institutions françaises. Ce que vous voyez de l'autre côté, ce sont ces notes de cours. Vous pouvez passer. Alors, maintenant, au regard de tout ce qu'on vient de dire, on peut quand même faire le bilan de l'africanisation selon Cheikh Ba. Lui-même, il constate que l'africanisation reste incomplète, donc c'est toujours en construction. L'université de Dakar reste fortement ancrée dans le système éducatif français, avec des accords de coopération qui maintiennent une dépendance structurelle. L'africanisation a conduit à une bipolarisation pédagogique, où certaines matières sont enseignées par des Africains et d'autres par des Européens. On le voit dans ses travaux, et même les cours qu'il dispensait, lui et Diarra, ils avaient un peu cette ouverture-là à la géographie régionale, et les autres qui venaient de la France notamment, avaient en charge les enseignements qui ne relevaient pas de l'africanisation. Donc la domination aussi de la géomorphologie et des sciences physiques a parfois détourné l'africanisation de son objectif initial en privilégiant une spécialisation technique plutôt qu'une transformation globale de la pensée académique. Et Cheikh Ba le souligne très bien dans son propos. Selon lui, le processus d'africanisation a été surtout bloqué et dévoyé par la suprématie de la géomorphologie et son africanisation supposée. En mettant l'accent sur l'étude de la cuirasse comme phénomène spécifique de l'Afrique, réduisant ou assimilant ainsi le continent au monde tropical, les géomorphologues ont également conduit à l'éclatement de la discipline en deux sous-branches, la climatologie tropicale et la biogéographie tropicale. La cuirasse ne pouvant être étudiée sans ces dimensions, pour lui, ces naissances créent au département un début de citadélisation qui contraste avec la vision qu'il avait de la géographie qui est un tout. Pour lui, la géographie, c'est un tout qu'on ne devait pas diviser. Vous pouvez passer à diapositive. Donc, pour conclure,
nous pouvons dire que l'africanisation pour Cheikh Ba est un enjeu politique, mais aussi un enjeu syndical et pédagogique, visant une rupture avec l'héritage colonial. C'est aussi, on peut le constater dans le bilan, que c'est un processus inachevé. Donc les obstacles persistent et la dépendance institutionnelle aussi est un autre facteur de ce processus inachevé. Donc, pour terminer, on peut se poser un certain nombre de questions vers une autonomie intellectuelle et institutionnelle africaine. Quelle autonomie intellectuelle et institutionnelle? Comment renforcer l'africanisation aujourd'hui? Quel rôle pour les États africains dans l'éducation vers une africanisation panafricaine et coordonnée? Donc, c'est un certain nombre de questions qu'on s'est posées pour finir cette communication. Merci. Voilà, merci M. Lebas. Vous êtes resté dans est-ce que vous pouvez bien il n'y a pas une présence, il n'y a pas une présentation en présentiel. Il n'y a pas. Bon voilà, nous allons, M. Diagne n'étant pas en ligne, nous allons donc rapidement engager la conversation. Pour aller vite, vraiment nous avons eu deux présentations très inspirantes. Comme je le disais tout à l'heure, la difficulté à mettre à définir l'origine d'un mot, Al-Kati, avec plusieurs possibilités, et M. Si a bien montré qu'effectivement la réflexion est en cours, mais toujours est-il qu'effectivement, dès qu'on parle d'Al-Kati dans l'imaginaire populaire, c'est effectivement celui qui peut réprimer en tant que force de maintien de l'ordre, mais également celui qui peut effectivement avoir un rôle économique. Donc l'idée, comme vous l'avez montré, hein, c'est durant la présence anglaise au Sénégal qu'on a non seulement cette question du percepteur de taxes, mais également l'idée de la mairie. La mairie n'est pas une création de la présence française, mais c'est pendant la période de l'occupation de Saint-Louis et de Gorée, comme tu l'as dit, qu'effectivement on parle d'un maire. Et après, plus tard, avec Brière de Lille, la question municipale sera posée sous la Troisième République et arrivera à terme dès 1872, au lendemain de la guerre franco-allemande. Alors, cette idée de cet intermédiaire, de cet agent intermédiaire, on le voit bien également quand on est en campagne. Effectivement, disons, quand on regarde un peu l'arrière-pays, c'est effectivement cette relation entre le chemin de fer, le poste de police et évidemment le poste de santé. C'est-à-dire que pendant cette période coloniale, celle que je connais mieux, hein, je ne connais pas la période plus ancienne, celle qui m'est la plus familière, on voit bien qu'il y a une relation très forte entre pour le pouvoir colonial, cette capacité à sécuriser les marchés, les voies de commerce, à développer toujours un petit équipement sanitaire et également à faire traverser un chemin de fer. Parce que bien avant la route, le chemin de fer, notamment dans cette ligne qui partait de Dakar de Saint-Louis jusqu'à Caille, l'idée c'était effectivement de ne pas ralentir l'activité économique. Et effectivement, on le voit bien, beaucoup de postes de police sont tombés en déshérence parce que tout simplement, cette fonction de police rurale a été après réaffectée à la gendarmerie. Donc vous voyez bien que la police, elle est en ville, c'est comme en France, la police, elle est en ville, et en milieu périurbain et rural, c'est la gendarmerie qui assure le maintien de l'ordre et la sécurisation des biens et des services. Disons, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui reste de cet imaginaire?
de l'Alcati. C'est-à-dire pendant la période postcoloniale, c'est une idée assez, disons, le regard que les gens portent sur l'Alcati. Évidemment, c'est un mot qui disparaît en milieu urbain, mais qui est très fort en milieu rural. Mais la figure que l'on regarde, c'est celui qui effectivement est une force de répression. Sur les corps, comme elle peut l'être également sur les marchés, puisqu'une fois de plus, où que l'on soit dans un marché urbain, que vous soyez à Tilène, que vous soyez à Ngaïméré, la figure de l'Alcati, même s'il n'est pas en tenue, c'est la figure du percepteur, celui qui prend effectivement la taxe quotidienne, qui peut effectivement s'enrichir là-dessus, puisque lorsque les pouvoirs municipaux sont déficients, il y a effectivement une incapacité pour un pouvoir local, que ce soit dans une communauté rurale ou dans une commune urbaine, même si le terme a maintenant, depuis l'acte 3 de la décentralisation, changé. L'idée, c'est qu'effectivement, ces percepteurs se font de l'argent sur le dos du citoyen ou du colonisé pour reprendre la période postcoloniale. Voilà un peu qu'est-ce qu'il en est resté dans l'imaginaire. Et pour M. Ba, merci encore pour votre présentation. La figure de Sherpa, elle renvoie un peu à la figure de Barry, à la figure de Badjili, c'est-à-dire un moment postcolonial, une période nationaliste, c'est celle des années 60-70, où effectivement l'enjeu, comment enseigner l'histoire, comment enseigner les sciences sociales, si effectivement on le voit dans le cas du département d'histoire, il y a eu très tôt un besoin de mettre à distance, d'une certaine manière, une assistance technique qui était très présente. Mais moi, je suis arrivé au milieu des années 80 et je vois bien la figure de Sherba, la figure mouride, puisqu'effectivement, c'est un fervent talibé mouride, mais qui, effectivement, était dans la même veine que les Bachili qui nous avaient en histoire. Et Sherba, effectivement, c'était quelqu'un qui était une figure solitaire, il me semble. Je n'ai pas connu Mamadou Diarra, mais j'ai connu un autre collègue guinéen qui est décédé. Le nom peut-être va me revenir. Mais effectivement, il était entouré d'une assistance technique très forte. Il y avait la figure de Le Borgne, Monsieur Le Borgne, qui était vraiment, nous on le voyait du haut de sa stature, et on sentait effectivement la tension qu'il y avait en géo, même s'il y avait une volonté au département d'histoire, au premier étage, de mettre à distance toute cette coopération. Il y avait la figure de Raoul Lonis, un célèbre antiquisant, mais les tensions étaient plus vives au second étage, où on avait même l'impression de le sentir, puisque on avait comme l'impression que le plafond vibrait, tellement la tension était forte dans cette volonté d'africanisation. Et la figure de Sherba est très forte, et vous avez montré deux éléments essentiels, mais qui se contredisent quelque part, ou disons qui sont ambigus. Sherba ne participe pas à l'Atlas national du Sénégal. Effectivement, vous avez la figure de Régine Van Chibonardel, une géographe, une dame qui était vraiment très, très élégante, très charmante, on l'admirait. Mais moi, je l'ai connue parce qu'elle n'enseignait pas, elle était de passage à Dakar, mais elle était plutôt à Paris. Et donc, je pense qu'elle a été la directrice de thèse de Hassan Sel. Et en même temps, Sherba revendique dans l'appellation l'idée d'un institut de géographie. L'institut de géographie qui renvoie à la même appellation, celle de la rue de l'Observatoire dans le 5e arrondissement, où effectivement beaucoup de géographes issus de l'institut de géographie passaient à Dakar pour donner des cours, pour suivre des thèses, etc. Et donc, c'est un peu ça. Il fallait faire de la géographie qui était très technique. On ne voulait pas entendre de la coupe topographique, encore moins de la coupe géologique en deuxième année. Et donc, vous voyez, c'était très technique, mais les petites mains, c'était les Africains. Et vous aviez les grands pontes qui étaient là. Et la figure de Sherba est une figure vraiment
singulière de quelqu'un qui s'est battu comme il a pu. Et évidemment, les choses après ont bougé, mais ça montre comment, effectivement, il y avait une division du travail contre laquelle, effectivement, tout un versant nationaliste africain voulait lutter. Cette volonté de revaloriser les savoirs africains, on retrouvait ça, le même schéma en médecine. Mais effectivement, on n'en était pas question. Il n'était pas question de former à la pharmacopée africaine. Et donc, les gens venaient de Bordeaux, de Paris, de Marseille et autres, et on continuait donc dans la même veine à enseigner une manière de faire la médecine qui excluait des savoirs multiséculaires, mais pour lesquels il n'était pas question, puisque une fois de plus, le personnel était à grande majorité français, et ce n'est que sur fond politique, sur fond de force de lutte, qu'effectivement, les choses ont fondamentalement bougé. Mais les héritages sont restés très durs. La fac de médecine est encore très traditionnelle dans ses formations, dans sa pratique, alors qu'effectivement, ici en lettres, les choses ont fondamentalement bougé, que ce soit en sociaux, en philosophie, dans les sciences sociales, pour ainsi dire. Et vraiment, une fois de plus, merci pour ce travail. Je signale que ce travail entre dans un projet d'écriture des grandes figures, des figures fondatrices de ce processus d'africanisation des savoirs, des trajectoires, des individualités, et Sherpa, comme Barry, comme Baïgué, Oumar Khan, et tant d'autres, Abdoulaye Bara Diop, Alassane Ndao. Il y a un projet en cours sur une écriture africaine qui reste encore une écriture ouverte, connectée, mais qui veut effectivement revoir de l'intérieur toutes les pratiques et voir en quoi elle nous interpelle aujourd'hui, ou dans un sens négatif ou de progrès. Voilà, merci. Je m'excuse d'avoir été long et je voudrais céder la parole à soit qu'ils réagissent, soit on prend s'il y a des commentaires. Allez. Oui, monsieur, allez. Oui, allez. Bonjour, je vous remercie. Moi, je vous savez, comment ça marche, c'est pas ma histoire. Je remercie le monsieur qui a parlé des écarts. Moi, j'ai du mal à intégrer le mot académique, le mot allié pour. Parce que moi aussi, j'ai fait aussi des recherches sur la question académique. Mais je le fais cadence. Mais là, je reste dans la rivière, un article qui a démarré à le Garab. Mais en fait, les recherches sur le projet de surprise et le gouvernement. Parce que là, c'est le mot-là, académique et académique, ils sont là, vraiment, dans les académiques, il est pour toi, et t'as fait quelqu'un qui me dit la main. Et si on dit à ça, elle est en lien pour faire le commerce, des relations internationales. Mais quand il est aussi du bas, il y a quelqu'un qui est aussi au bras droit du bas. Quelqu'un qui est aussi en contact avec les étrangers à travers le commerce. Quelqu'un qui est aussi qui va faire le travail, qui est aussi peut-être des races. Quelqu'un qui dit aussi le mal, qui dit aussi les images. À travers ces mal à comprendre ces deux mots-là. Akati est aussi allié du monde. Si on dit Akati, c'est quelqu'un qui est à côté du monde, c'est le monde. Allié aussi, c'est quelqu'un qui est aussi à côté du monde. C'est le mal à distinguer ces termes-là. Aussi, c'est le cas d'Akati, c'est les policiers. Si vous regardez le nom de le président, l'Akati, c'est l'homme qui va devenir le nouveau policier. La conception de l'Akati, c'est la conception de l'homme policier du Sénégal, du gouvernement africain. Et c'est la même chose, parce que l'Akati est quelqu'un qui protège parce que les membres qui sont des hauts fonctionnaires, et le fonctionnaire qui peut sortir, ou bien quelqu'un qui peut sortir, un enfant de cible, personne ne peut pas, voilà, ne peut pas regarder. Mais si tu touches un ministre ou quelqu'un d'autre dans le gouvernement, ça c'est la catastrophe. On va avoir personne, c'est le mot de la ligne de faire. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. C'est juste une question rapide pour la Akati. Prenons l'époque précoloniale. Est-ce que les gens, les masses, les aisants,
est-ce qu'ils avaient plus des alternatives coloniales pour pendant la période coloniale? Est-ce que ça fait du sens en question? Pendant la période coloniale, est-ce que ça empirait la relation entre les alternatives et les races et les hommes qui avaient les impôts et les taxes foncières? C'était comment, avec le changement du rôle ou la continuation du rôle, et comment est-ce que les gens ils font tous les alternatives? On peut améliorer avec la présence coloniale.